L'Europe est à l'honneur autour de notre Stammtisch cette semaine. Une Europe souvent décriée, une Europe aussi mal connue. Du coup, petit quiz comme tous les jours autour de notre Stamm cette semaine qui s'adresse aux sociétaires. Attention, vous êtes prêts ? Êtes-vous capable de me donner le nom de quelques-unes des institutions européennes basées à Strasbourg ? Le Parlement européen. Le plus facile. Laurent, attention. J'allais le dire. T'allais le dire ? Il y en a d'autres. Le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe. Voilà. Voilà. Et Qu'est-ce que je dis maintenant Ben voilà. Et ben maintenant, tu dis ce qu'on a dit lors du menu de l'émission. Non, mais ça La m'arrange. Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme. Et il y en a d'autres, puisqu'il y a des institutions aussi concernant le sport. Il y a la pharmacopée qui s'occupe des médicaments. Il y a plein de choses qui se passent pour l'Europe à Strasbourg. L'Europe nous sert dans notre quotidien et on ne le sait pas assez. Avec nous, Patrick Tissien. Vous êtes chef de cabinet du président de la Cour européenne Des droits de l'homme. Cette Cour européenne, elle sert à qui ? Qui peut faire appel à cette Cour européenne ? Il n'y a aucune condition, ni de nationalité, ni de résidence. Donc toute personne peut introduire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Simplement, elle doit remplir un certain nombre d'exigences. Elle doit d'abord aller devant les juridictions de son pays, et c'est seulement après être allée devant les juridictions de son pays qu'elle peut aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est le dernier recours qu'on a. Absolument, c'est l'ultime recours lorsqu'on estime que les droits que l'on a ont été bafoués. Petite question, Jean-Philippe. Oui, mais c'était la même question. Ah, c'était la même question. Ultime recours. Qu'est-ce qu'on peut traiter devant la Cour européenne des droits de l'homme ? Parce que souvent, les gens oublient le côté droits de l'homme. Ils pensent qu'en fait, c'est la dernière juridiction à laquelle on peut faire appel. Mais on n'y va pas pour des relations de bon voisinage, on est d'accord, hein ? Toutes sortes de droits peuvent être bafoués par les autorités nationales. On peut donner des exemples. C'est le droit au procès équitable, c'est le droit à la protection de la vie privée, c'est le droit à la liberté d'expression, le droit pour un journaliste comme vous de pouvoir s'exprimer librement. Voilà quelques-uns des droits qui peuvent être protégés par la Cour européenne des droits de l'homme. Des droits fondamentaux qu'on a dans notre pays, mais dans cette convention, il y a beaucoup de pays qu'on imagine peut-être moins sympathiques avec les droits de l'homme. Il y a des pays notamment, il y a la Russie qu'on décrit souvent en ce moment en disant que certaines personnes sont emprisonnées injustement. Ces pays-là aussi sont assujettis à cette Cour ? Absolument. Tous les États membres du Conseil de l'Europe sont soumis à la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui veut dire des États comme la Russie, comme la Turquie, comme la Suisse ou la Norvège. Je viens de citer 4 pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Et pour tous ces pays, il y a un recours possible devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et lorsqu'ils sont condamnés, est-ce qu'ils appliquent alors je ne sais pas si on dit le jugement, la sanction, comment ça se passe ? Alors les arrêts sont exécutés sous l'autorité d'un organe qui est le Comité des ministres du Conseil de l'Europe et qui rassemble les ministres des Affaires étrangères des 47 États membres. Et ce sont ces ministres qui vont vérifier que les arrêts sont bien exécutés. Alors, souvent, ce qu'on critique avec l'Europe, pour les gens, c'est souvent l'Union européenne, mais c'était important aussi de parler de ces institutions très présentes à Strasbourg. On critique les personnes qui dirigent ces institutions parce qu'on ne les connaît pas, souvent parce qu'on ne s'intéresse pas à eux, et non pas parce qu'eux ne s'intéressent pas à nous, et on ne sait pas comment ils sont nommés. Qui siège à la Cour européenne des droits de l'homme ? Alors, 47 États membres, dont 47 juges, il y a un juge par État, et ces juges sont élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire par des parlementaires qui sont au départ des parlementaires nationaux. Et ce sont eux qui élisent les 47 juges de la Cour. Patrick Tissien, on a vu tout à l'heure qu'il y avait 47 pays qui respectaient cette convention, qu'on y allait notamment lorsque nos droits fondamentaux n'étaient pas respectés. Qui élabore cette convention ? Est-ce qu'elle est figée ou est-ce que régulièrement on rajoute ? Alors je ne sais pas si on dit des lois ou si on dit des articles, quel est le thème ? On appelle ça des protocoles, mais la Convention européenne des droits de l'homme elle-même, elle a été élaborée après la Seconde Guerre mondiale et elle a été signée en 1950. Donc c'est à la fois un texte qui est ancien, puisque 1950 c'est loin, et en même temps c'est un texte extrêmement moderne, dans la mesure où il permet à la Cour européenne des droits de l'homme de traiter de situations qui sont tout à fait nouvelles, qui sont tout à fait inédites. Par exemple, la surveillance des mails électroniques que peuvent s'envoyer des salariés, qui sont protégés par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc en réalité, un texte ancien, mais qui s'est totalement adapté à la vie d'aujourd'hui. Quand on envoie un mail, par exemple, au sein de l'entreprise, ça reste du domaine privé. Alors, dans certaines conditions, on peut protéger ces mails
au sein d'une entreprise, et la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'employeur qui pourrait essayer de voir ce que les salariés se sont écrits, s'il n'y a pas certaines précautions qui ont été prises, si les salariés ne sont pas informés, il peut y avoir une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Oui, parce que tout à l'heure, on parlait des pays dont on parle souvent, comme la Russie, par exemple, mais est-ce que la France n'a pas été condamnée de temps en temps? Parce qu'on est très vertueux, et finalement... Alors, la France est un pays qui est peu condamné. En réalité, il y a peu d'affaires françaises. Sur les 56 000 affaires qui sont actuellement pendantes devant la Cour, il y en a à peu près 450 qui concernent la France, qui est un chiffre très faible, et il y a peu de condamnations, à peu près 7 ou 8 condamnations par an jusqu'à présent, ce qui est relativement peu important par rapport aux 800 condamnations par an. Par contre, il y a des affaires très connues. L'affaire Vincent Lambert, par exemple, qui a été traitée la semaine dernière, il me semble, là où la Cour a conforté le jugement national, on va dire. Absolument, c'est-à-dire que dans l'affaire Vincent Lambert, qui avait été jugée une première fois il y a quelques années, et il y a eu de nouveau une demande la semaine dernière, la Cour a estimé que la position du Conseil d'État français, qui était une position relative à l'arrêt des traitements médicaux de ce garçon, était une position qui était conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Alors la Convention européenne des droits de l'homme, vous l'avez dit tout à l'heure, elle s'adapte. Il y a aussi un jugement par rapport à la PMA, il me semble, qui a été attribué à la PMA, mais c'était pas vraiment le cas. En fait, le jugement relatif auquel vous faites référence, c'est un jugement qui concerne la GPA, la gestation pour autrui, car dans le cadre de cette affaire assez connue, qui s'appelle l'affaire Menson et Labassé, la Cour a estimé que dans le cadre d'une GPA, les droits de l'enfant, l'intérêt de l'enfant, justifiaient qu'il y ait une transcription de son état civil par rapport à son père biologique. Alors, quand on change pas quand on change la convention, puisqu'on ne la change pas, mais quand on rajoute des protocoles, Des protocoles, absolument. Des protocoles, qui décide, qui rédige ces protocoles? Alors, ce sont les États membres. Ce sont les États membres qui sont les maîtres du traité et qui décident qu'il faut compléter le traité. Donc, il y a des négociations entre des experts gouvernementaux. Et ensuite, les États qui sont les États membres du Conseil de l'Europe doivent signer les protocoles et les ratifier. C'est-à-dire que pour qu'un protocole qui ajoute des droits entre en vigueur, il faut qu'il soit signé par un certain nombre d'États membres. Et alors, ces experts, ils se réunissent où? Ils se réunissent au Conseil de l'Europe, puisque le lien entre la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil de l'Europe est évidemment extrêmement étroit. Et c'est là que les gens ne le savent pas souvent. En fait, ils imaginent que le Conseil de l'Europe sont des gens qui se réunissent pour parler de choses qui ne nous concernent pas, alors qu'en fait, le Conseil de l'Europe aide à rédiger ces protocoles que ensuite vous appliquez au sein de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est exactement ça. Le Conseil de l'Europe est une organisation au sein de laquelle des traités importants, parce qu'ils apportent des droits nouveaux, sont élaborés. Si un jour il y a par exemple une convention sur l'intelligence artificielle, par exemple, ce sera au Conseil de l'Europe qu'elle sera élaborée. Alors, on a parlé tout à l'heure des juges qui venaient des différents pays. Est-ce que c'est comme pour les commissaires de la Commission européenne, ils sont nommés par le président ou par le Premier ministre dans les différents pays, ou est-ce qu'ils sont élus? Ils viennent d'où, ces juges, exactement? Alors, ces juges sont d'abord proposés par les États membres qui proposent 3 candidats. Et ces 3 candidats sont auditionnés par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et c'est l'Assemblée parlementaire, donc des députés et des sénateurs pour les Français, par exemple, qui vont élire ces juges. Et on parle toujours de la lenteur de la justice française. D'abord, vous qui avez une vue plus générale sur les autres pays, est-ce que notre pays est plus lent ou plus rapide que les autres pays en général? Je crois très sincèrement que la France n'est pas en mauvaise position par rapport à d'autres pays. Il est évident que quand on a 47 États membres, il y a des pays pour lesquels la justice fonctionne beaucoup moins bien. Par exemple, la justice italienne, pour prendre un pays voisin, est beaucoup moins rapide que la justice française. Et la justice européenne, est-ce qu'elle est rapide? Lorsqu'on va devant la Cour européenne des droits de l'homme, est-ce qu'elle est plus rapide que les autres? Est-ce que la juridiction qui est tout en haut montre l'exemple? Alors, ça dépend des affaires. Les affaires les plus simples, elles sont jugées en 3 ou 4 mois. Mais il y a des affaires plus complexes qui, effectivement, prennent plusieurs années. C'est vrai, et la justice pourra être plus rapide. Et il faut dire aussi que les moyens dont dispose la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas des moyens extrêmement importants. Si nous avions plus de moyens, nous pourrions juger plus rapidement.